Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité à votre magazine Parole aux femmes. C'est votre magazine qui donne la parole comme ça à toutes les grandes femmes, les femmes au grand F, les femmes qui laissent les traces sur les sables du temps, les femmes qui marquent leur génération et continuent bien sûr à marquer la génération future. Merci en tout cas pour votre fidélité. Nous sommes ce soir avec Madame Ketia Olangi. Elle est une servante de Dieu. Je l'ai dit souvent, c'est une femme à plusieurs facettes. Elle est présidente de l'ONG de la Fondation Neema. C'est une servante de Dieu qui s'est distingue en tout cas dans ces pays et pourquoi pas dans le monde entier. Madame, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Comment ça évolue? En tout cas, tout va bien par la grâce de Dieu. Nous vivons par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, en tout cas. Vous êtes une servante de Dieu qualifiée, comme je l'ai dit tantôt, en tout cas. On voit souvent dans les prédications, ça marche bien. Oui, ça va très bien. Comment se porte le ministère en l'absence des parents? En tout cas, le ministère se porte très bien. Vous savez, toujours, quand il y a disparition des grands leaders, au début, il y a toujours des petits mouvements, toujours une petite perturbation. De départ. Oui, départ, oui, tout le monde a été perturbé. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été préparés. Quand je dis nous avions été préparés, ce n'est pas seulement les enfants biologiques, mais aussi les enfants spirituels. Nous avons été préparés à chercher Dieu individuellement. Donc, ce qui fait que les parents étaient là, le couple Lingui existait bien sûr, mais ils nous ont appris à être des chrétiens indépendants. Donc, ce n'est pas le genre de chrétien où quand tu as un problème à minuit, tu vas courir chez les pasteurs. Non, c'est le genre de chrétien, tu as un problème à minuit, toi-même tu te mets à genoux, tu pries, tu invoques Dieu, tu combats et tu as la victoire. Et heureusement que nous avions eu cet héritage et nous continuons dans les pas des... Ok, les gens se demandent, est-ce que vous avez gardé la vision des parents ou vous êtes détourné de cette vision? Non, la vision est restée intacte. La vision, c'est le combat spirituel. Le ministère du combat spirituel est un cadre spécifique qui apprend aux chrétiens comment combattre, comment résister au diable. C'est ça la spécificité du combat spirituel. Donc, on ne peut pas changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est améliorer. Quand je parle de l'amélioration, c'est peut-être l'administration, construire, là où les parents se sont arrêtés, améliorer le social, essayer de réorganiser le social, réorganiser l'administration. Mais en ce qui concerne le spirituel, en ce qui concerne la vision du combat spirituel, ça, personne ne peut le changer. Mais non, comment vous vous êtes organisé? C'est qui dirige maintenant le ministère? Ok, je voulais expliquer au peuple de Dieu, bon, à tous qui me suivent, parce que ce n'est pas tout le monde qui sont des chrétiens. En fait, le combat spirituel est une branche qui se retrouve dans la fondation Olangi Osho. Donc, c'est la fondation Olangi Osho qui chapeaute tout. Dans la fondation Olangi Osho... Donc, quand vous parlez de la fondation, il y a le ministère et puis oui, dans la fondation, il y a le ministère chrétien du combat spirituel, il y a les écoles Béré, il y a les cliniques Rafa, nous avons des pharmacies, nous avons une coopérative, nous avons des foyers agricoles. Donc, tout ça se retrouve dans la fondation Olangi Osho. Alors, automatiquement, les fondateurs, c'est papa et maman Olangi. Et ils ne sont plus, ce sont les enfants directement qui les remplacent en tant que gestionnaire de la fondation Olangi Osho. Donc, le président de la fondation Olangi Osho, c'est mon frère aîné Alain Olangi. Et le vice-président, c'est Guy Olangi. La trésorière, c'est Madame Sophie Olangi, qui est ma grande sœur. Et celle qui est chargée des femmes, c'est ma grande sœur, Madame Da Silva Olangi. Et moi, je suis chargée des missions. Et Axe, elle est chargée de la jeunesse. Et Eunice, c'est elle qui s'occupe de toutes les écoles. Mais Axe aussi s'occupe des cliniques parce qu'elle a fait la médecine. Voilà. Et donc, c'est comme on dit, nous sommes des gestionnaires de la fondation Olangi Osho. Donc, c'est nous qui gérons toute la fondation, y compris le ministère chrétien du combat spirituel et tout ce qui vient, tout ce qui suit. Ok, vous rencontrez certainement des difficultés. Hein? Il y a des gens qui disent que non, ça devient une affaire familiale. C'est pas facile. Hein? Non, c'est pas facile, mais je pense qu'en ce qui concerne le spirituel, un enfant biologique peut aussi hériter le spirituel. Ok, très bien. Là, nous sommes dans le cadre d'abord de la fondation Olangi. La fondation Olangi Osho, c'est une institution. Mais du moins que cet enfant soit bien encadré, bien formé. Voilà, voilà. Alors, c'est comme j'ai dit, tu peux te retrouver dans une famille des pasteurs, mais tu as ton appel aussi personnel. Donc, par exemple, moi j'ai un appel personnel de servir Dieu. Mais Dieu a permis que je passe par le couple Olangi pour avoir cette formation-là. Donc, même si je n'étais pas une Olangi, j'allais être servante de Dieu. Ok, très bien. Donc, ce n'est pas parce que je suis la fille d'Olangi que je suis servante de Dieu. Non, j'ai mon appel. Dieu m'a donné un ministère, j'ai une mission à accomplir sur terre, que ce soit spirituellement pour gagner les âmes à Christ. Mais Dieu a permis que ce soit par maman Olangi pour que je sois entraînée peut-être par rapport au combat spirituel. Que je sois la fille d'Olangi ou pas, j'ai cet appel en moi. Donc, c'est pour dire qu'on n'hérite pas quelque chose, mais Dieu choisit
il peut choisir des héritiers, que ce soit des enfants biologiques, tout comme des enfants spirituels. Ça dépend de la volonté de Dieu. De la formation aussi. Voilà. Donc, du moins, il faut former, il faut associer ce qu'on appelle la formation aux enfants. Voilà. C'est très bien. Oui. Alors, preuve année, vous organisez une activité, 2 journées de prière avec Madame la servante de Dieu, Grace Poutineau. Oui. Ça sera pour quand déjà? Ok, ce n'est pas moi qui organise ça, c'est une plateforme YouthCom. Ce sont des jeunes entrepreneurs, mais qui sont aussi des chrétiens, d'autres églises, qui ont vu la chose de Dieu en nous. Et ils ont décidé d'organiser ces 2 journées de prière. 2 journées de prière, ça sera au stade Vélodrome. C'est déjà demain, vendredi, à partir de 15h, et le samedi, à partir de 15h toujours. C'est aussi prier pour la nation. Oui, prier aussi pour toutes ces personnes qui sont vraiment abattues. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient plus. Ah bon? Ils prient, ils jeûnent, mais ils ne voient plus la main de Dieu. Beaucoup sont découragés, même par rapport à ce qui se passe dans le monde, la crise de la Covid. Beaucoup se disent, c'est ce que Dieu nous a abandonnés. Et beaucoup sont tombés. Mais le but de ces 2 journées de prière, c'est de relever. De relever notre foi. C'est même le thème, alors. Voilà, relève-toi et combat. Donc, on ne va pas abandonner parce qu'il y a toutes ces crises. On ne va pas abandonner parce que nous souffrons au pays. On ne va pas abandonner parce qu'il y a des problèmes. En tant que chrétien, on doit persévérer dans la prière. Et le but de ces 2 journées, c'est de fortifier le peuple de Dieu. Pas seulement le peuple de Dieu, même ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ peuvent venir participer à ces 2 journées de prière. Donc, ça sera mais qui sera animé par les femmes, c'est ça? Mais vous invitez tout le monde? Oui, c'est tout le monde qui peut venir participer. Quand on parle de chrétiens, que ce soit homme ou femme, tout le monde peut venir participer. C'est vrai que la spécificité est que c'est 2 femmes qui vont prêcher, mais le Saint-Esprit, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il utilise ce qu'il veut. Donc, vous pensez que les gens répondront en masse quand même pour vous écouter? Étant donné que vous êtes des femmes, il y aura des pasteurs qui diront non, moi, je n'écoute pas une femme. Bon, qu'est-ce que leur a veut dire? Que la femme se taise dans l'assemblée des saints, donc ce n'est pas biblique. Il y a des versets comme ça qui appuient. Vous savez, il faut bien lire la Bible, maman. Vous savez, quand vous avez la révélation de la Bible, vous n'allez pas prêcher charnellement. Parce qu'il y a eu des cas dans la Bible où c'était les pensées de la personne. Par exemple, c'était Paul. Et Paul, c'était dans des cas bien précis. Mais on dit que ce qui est écrit est écrit. Oui, ce qui est écrit est écrit, mais c'est dans des cas bien spécifiques. Ce n'est pas en général. On ne va pas tout généraliser. Parce que la même Bible dit, il est capable d'utiliser même les pierres. Donc, les jours où une pierre va prêcher, on va dire quoi? On va dire que les pierres ne peuvent pas prêcher. Donc, le Saint-Esprit, s'il veut passer son message, même un fou peut passer le message. Même une femme, même un soulard. Parce qu'il y a des gens, tu marchais, et un soulard, il est ivrogne, il te donne un message. Mais même un animal, c'est ça. Oui, même dans la Bible. Il y a eu Balaam, il y a l'âne qui a parlé. Donc, ça veut dire que Dieu peut utiliser toute personne. Dans des cas où Paul a parlé, ce sont des cas bien précis pour des villes bien précises. Quand tu vas dans une ville, il rencontre peut-être les chrétiens là-bas, ils étaient têtus, tout et tout. Et pour les recadrer, il fallait la discipline. Mais ce n'est pas généralisé. Dieu peut utiliser tout le monde, il peut utiliser la femme tout comme l'homme. Donc, ce verset n'a pas sa place, en tout cas, dans la vie de Maman Ketia Olagui. Moi, c'est le Saint-Esprit qui me dirige. Et d'ailleurs, quand je prêche, c'est comme un homme qui prêche. C'est comme un homme qui prêche, en tout cas, c'est ça. Maintenant, pourquoi ce choix? Ketia, Grace. Il y a plusieurs servants de Dieu qui se démarquent aussi dans la société. Pourquoi vous 2 seulement? En fait, nous voulons l'unité de l'Église corps du Christ. Je n'ai pas dit que nos parents n'étaient pas unis, mais il y a un certain moment, à un certain temps dans notre pays où il y avait un peu de... Si je dis des petites divisions, c'est-à-dire c'est telle église ne connaît pas l'autre, Pierre, voilà. Mais moi je pense que même si chacun a sa vision, l'objectif c'est de gagner les âmes à Christ. Même le combat spirituel ne va pas à l'encontre de gagner les âmes à Christ. Le combat spirituel, justement, c'est pour renforcer la capacité des chrétiens qui ont des problèmes spirituels dans les églises. Et nous sommes là pour les épauler, afin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie spirituelle, pourquoi les choses ne marchent pas en tant que chrétiens. Mais le sous-bassement, la finalité, c'est de gagner les âmes à Christ. Alors, je pense que même si je suis armée des victoires, je suis ministère chrétien de combat spirituel, je suis armée du salut, je suis je ne sais pas quoi, le but final, c'est que tout le monde doit aller au ciel. Et l'image que nous voulons montrer dans la nouvelle génération, nous ne voulons pas aller chacun dans son coin. Nous voulons travailler ensemble. Nous voulons être ensemble. Et je pense que si on est ensemble, plus on est ensemble, le feu va s'allumer. Et on va vraiment faire le travail de Dieu comme il le faut. Vous avez parlé de la nouvelle génération. Ça, c'est très bien ce que j'ai aimé. Mais ce sont des choses qui ne se passaient pas avant dans les ministères du combat spirituel. Rassembler peut-être les églises. Parce que chaque église a sa vision. Maintenant, vous ne pensez pas léser d'autres personnes? Non, on ne laisse pas. On ne laisse pas. Mais quand tu parles de l'unité du corps du Christ, moi, je me rappelle une fois, il y avait une organisation qui avait invité
Maman Olangui, le pasteur Mutombo, le pasteur Soni Kafuta, le pasteur Coutinho, c'était au stade de Tata Raphaël. J'étais encore petite, je me rappelle de cette image. C'était 2 journées de prière aussi. On avait commencé au Palais du Peuple et on était allé clôturer au stade Tata Raphaël. C'est cette unité-là qu'on veut garder. Oui, donc Maman Olangui, il s'associait à tout le monde. Maman Amy Coutinho aussi a prêché au ministère chrétien du combat spirituel. C'était en 2013. Donc il y a toujours eu cette unité spirituelle, mais nous, la nouvelle génération, on veut encore la renforcer. Donc c'est juste ça. Alors, comment vous organisez pour ces activités alors? Oui, donc c'est comme je dis, c'est une plateforme YouthCom, c'est dont le président, le jeune Aristote Ikwa, c'est un jeune entrepreneur mais qui est chrétien, il est même de l'église Philadelphie. Donc vous comprenez avec moi très bien quand même. Le ministère chrétien combat spirituel. Donc c'était un jeune qui prie à l'église Philadelphie, mais qui a sa plateforme des jeunes entrepreneurs, mais qui sont aussi des chrétiens et qui ont décidé d'organiser ces 2 journées de prière pour la nation, pour élever les chrétiens qui se sont abattus par rapport à tout ce qui se passe, la crise économique, la crise de la Covid, qui ne se retrouvent plus. Donc il faut aider les gens dans la prière. Donc c'est eux qui organisent. C'est comme je dis, ce sera déjà demain. Dans l'organisation, c'est à la fondation, aux jeunes entrepreneurs. Oui, c'est le YouthCom qui a organisé ça. Ouais. Mais maintenant, nous, en tant qu'église, nous les épaulons aussi. Vous sensibilisez seulement vos membres, tout ça. Avec le protocole, avec les chaises comme ce sont des jeunes. Donc nous allons ramener quand même la logistique. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des invités des marques pour attirer les gens quand même? Parce que la prière, c'est tout le monde qui prie chez lui. Qu'est-ce qu'il y aura des spéciaux là-bas? Oui, déjà nous avons Maman Amy Coutinho qui sera là, Maman Da Silva Olangui qui sera là, il y a des hommes de Dieu aussi dont on a invité, il y a Maman Dorcas de B1, celle qui fait ta grandeur, qui va aussi être là parmi les modératrices. Nous avons aussi la présidente de MIFDA, qui est une plateforme des femmes leaders, Madame Mamie Freebox, qui viendra avec son équipe. Donc, nous avons donné quelques invitations. Nous avons envoyé nos savants qui vont tous répondre à ces invitations. Ok, très bien. Alors, la femme congolaise, la femme chrétienne, c'est des marques, d'après vous, dans notre pays? Vous savez, les femmes chrétiennes, déjà, en tant que chrétiens, on nous a fait croire que les femmes, on ne pouvait pas s'élever. On ne pouvait pas créer des richesses. Il y a un moment où on nous faisait croire que les chrétiens devaient être pauvres. C'est faux. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, Amen. que tu sois en bonne santé. Amen. Il dit même que mon serviteur montera, il montera encore. Jésus-Christ dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais pourquoi on doit penser que les chrétiens doivent être pauvres? La pauvreté, c'est un esprit. Moi qui prêche le combat spirituel. Parce que la pauvreté va te pousser à murmurer. Ça va te pousser à critiquer l'autre. C'est vrai, vous voyez l'homme blanc a fait en sorte que même le pauvre chez lui puisse avoir même ne fût-ce qu'à manger, et à boire, ne fût-ce que les soins, ne fût-ce qu'envoyer les enfants à l'école. Parce que quand tes enfants vont à l'école et que tu peux avoir les soins et que tu peux avoir un minimum, tu ne vas pas murmurer. C'est rare en Europe voir un voisin qui s'occupe de l'autre parce que chacun a au moins son minimum. Nous en Afrique, la pauvreté rend les gens très aigris. Et c'est vrai que nous allons dire que notre pays n'est pas organisé, mais moi, dans l'angle spirituel, je vois tout est spirituel. Et je pense qu'il est temps que nous puissions nous lever dans la prière. Non seulement la prière, mais aussi travailler. Raison pour laquelle j'ai créé une plateforme, la Fondation NEMA. On arrivera. Voilà. Donc, parce qu'on dit souvent que c'est difficile pour une femme de diriger les autres femmes. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des femmes qui se disent, elle est une femme comme moi, qu'est-ce qu'elle va m'enseigner? Est-ce que vous avez pu rencontrer ces difficultés dans votre parcours? Tu sais, il ne faut pas vouloir imposer les gens à croire en toi. C'est le travail qui va déterminer les choses. C'est pourquoi moi, depuis, ça fait 4 ans, je me suis lancée au travail sans regarder mon voisin ni ma voisine. Je me dis que c'est mon travail qui va justifier. C'est mon travail qui va faire en sorte qu'on m'accepte. Je ne vais pas me faire accepter, je n'ai pas besoin qu'on m'aime, je n'ai pas besoin qu'on m'acclame. Mais c'est mon travail qui va dire, ok, madame Ketia a fait ceci, madame Ketia a fait cela. C'est pourquoi quand je travaille, je travaille sans relâche. Voilà. Et c'est comme tu dis, au début, les gens ne croyaient pas. Au début, beaucoup de gens murmuraient. Même quand j'ai postulé, je veux dire que j'ai postulé en tant que députée nationale en 2018. Vous allez encore postuler en 2023. Je vais postuler. Moi, il faut toujours continuer. Il faut continuer. Le jour où Dieu va dire que c'est ton temps, c'est ton temps. Mais moi, je me dis que les chrétiens doivent être partout. Quand je parle de chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont la crainte. Parce que quand vous avez la crainte de Dieu, vous n'allez pas corrompre, vous n'êtes pas dans la corruption. Quand vous êtes un chrétien qui a la crainte de Dieu, vous n'allez pas voler l'argent de l'État. Quand je parle des chrétiens qui ont la crainte de Dieu... Là, vous serez déjà exclu des pièges de l'IGF. Oui, c'est important. Il faut être chrétien, en fait, quand je parle des chrétiens, c'est avoir la crainte de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de comment savoir que c'est lui qui craint Dieu et c'est lui qui ne craint pas Dieu? C'est déjà ta façon de travailler. Ta façon de travailler, on peut te faire donner des propositions, tu diras non, parce que cet argent, c'est les contribuables congolais qui le donnent. Si je vole, même pour mes enfants, c'est quel héritage je laisse à mes enfants?
Vous comprenez avec moi que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont nos enfants qui vont payer. Si je vole l'argent de l'État et qu'il y a une maman qui donne ses enfants pour contribuer et qu'elle pleure parce qu'elle souffre, ce sont mes enfants qui vont payer la peau cassée. Donc déjà, quand je vais travailler pour l'État, si je me mets ça en tête, je ne volerai pas l'argent de l'État. Je donnerai un exemple simple. Vous savez, nous avons une église. Pourquoi je travaille? Pourquoi j'ai une fondation? Pourquoi je fais des affaires? Ce n'est pas pour... L'argent de l'église n'est pas mon argent. Et ça, c'est ce que ma mère nous a inculqué. Elle n'est pas là, je ne peux pas prendre l'argent de l'église. Même ma campagne, je me suis débrouillée seule pour faire ma campagne. Je n'ai pas pris l'argent de l'offrande. Vous ne prenez pas l'argent de l'église? Je ne prends pas l'argent de l'église. L'argent de l'église, c'est pour l'église. Ce n'est pas une affaire familiale, il faut ce n'est pas une affaire familiale. Ça, je le répète. Et ça, c'est une chose que maman nous a dit. Que l'argent de l'église, c'est pour les affaires de l'église. Et tu vas comprendre que chacun des enfants au Langui, à part le fait que nous sommes dans les ministères, chacun a ses affaires. Chacun se débrouille de sa manière. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que vous allez me retrouver, je fais la politique, j'ai mon ONG, je fais mes affaires parce que je suis une femme entrepreneur. Voilà. Et là, je suis même dans un projet agro-industriel, un projet de 2 millions de dollars. Oh, très bien. Ça veut dire, à part le fait que je suis servante de Dieu, je suis une femme entrepreneur parce que je ne veux pas mettre mes yeux dans l'argent de l'église. Et si j'ai déjà cette mentalité, j'ai la crainte. Ma mère n'est pas là, mais pourquoi j'ai cette crainte-là? Je n'ai pas eu peur d'elle, j'ai peur de Dieu. Parce que je me dis, si je prends l'argent du contribuable de l'église... Déjà de l'église, vous craignez, l'État, ce sera encore... Alors, automatiquement, l'argent de l'État ne m'appartient pas. Ok, très bien. Je veux entrer en politique, mais j'ai fait déjà mes affaires. C'est comme je dis, je suis dans un projet agro-industriel de 2 millions de dollars, qui va même se réaliser parce que nous allons commencer au mois de novembre. Nous attendons la première saison, comme on dit, la saison agricole, pour commencer. Donc, vous comprenez avec moi que je suis une femme qui me débrouille, une femme entrepreneur. Et en allant en politique, ce n'est pas pour aller voler l'argent de l'État. C'est pour aller aider, c'est pour aller essayer d'emmener une pierre pour essayer de développer notre pays. On vous entend parler, vous êtes une femme leader. Mais est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés, bien des crocs à jambes auprès des hommes? D'ailleurs, ce sont les hommes qui nous aident. Ok, très bien. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, ce sont les hommes qui nous aident. Il y a les hommes genrés qui vous soutiennent. Oui, les hommes genrés. C'est comme tu dis, nous les femmes, il y a cette tendance de concurrence. C'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui sont là, mais je reçois plus d'être chez les hommes que les femmes. Voilà. Donc moi, je remercie les hommes qui m'accompagnent et qui voient cette lumière en moi et qui se sont décidés donc une femme doit normalement se démarquer. Voilà. Et les gens vont te respecter. Oui, parce que... Donc il faut beaucoup plus promouvoir la tête et non la beauté. La beauté, voilà. Tu peux être belle, mais tu n'es pas intelligente. Très bien, Madame Ketia. Alors vous êtes aussi la présidente de la Fondation Neema. C'est quoi la Fondation Neema? La Fondation Neema est une fondation qui promouvoit l'entrepreneuriat féminin, justement. Et quand je parle de promouvoir, nous offrons des formations sur l'entrepreneuriat. Nous offrons aussi des crédits aux femmes pour qu'elles créent des activités génératrices de revenus. Nous organisons des conférences internationales. C'est-à-dire, Dieu m'a mis en tête d'organiser une conférence internationale pour faire appel aux femmes entrepreneurs, non seulement de notre pays, mais de toute l'Afrique, afin de trouver des solutions ensemble, comment sortir de la pauvreté. Donc chaque année, depuis 2019, au mois de mars, j'organise une conférence dénommée « Une femme, une idée, un projet ». Mais la 3e édition, c'était au Katanga, ce mois de mars en 2021. Nous avons changé, nous avons dit des femmes, des idées et des grands projets. Ah, vous avez changé pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on ne va pas travailler seul. Quand on travaille seul, on n'arrive pas à produire la qualité et les résultats qu'il faut. Si on se met ensemble, nous mettons nos moyens ensemble, nous mettons notre intelligence ensemble, nous allons faire des grands projets, nous allons réaliser des grands projets. C'est pourquoi, après cette 3e édition, nous avions décidé de créer justement ce projet agro-industriel. Donc, quand je parle de nous, ce sont des femmes entrepreneurs du Haut-Katanga, parce que c'est là-bas où j'avais fait la 3e édition. Et quand j'ai lancé le projet, même les femmes de Kinshasa ont décidé de pouvoir adhérer à ce projet. Et là, nous sommes encore nous sommes en train de continuer la récolte des fonds. Nous avons déjà eu nos 3000 hectares au niveau du Haut-Katanga, dans le village Fundamina. Voilà. Et d'ici là, je pense, si tout va bien, d'ici 2 semaines, nous allons commencer avec les déboisements pour préparer la terre, parce qu'au mois de novembre, on va commencer. Ce sont des femmes qui font ça? Non. En fait, la société, la société, qui est la Société provinciale de développement, qui est sous la Fondation Neema, c'est une société dont les actionnaires sont des femmes. Mais sur le terrain, nous avons pris notre partenaire, Logix, qui est dirigé par M. Patrick, qui est un Congolais agri-entrepreneur. Quand je parle d'agri-entrepreneur, c'est un entrepreneur dans l'agriculture, et puis, qui est un technicien. Et c'est lui, avec lui que nous sommes partenaires, et c'est lui qui va nous accompagner dans ce projet. Donc, vous utilisez les experts, c'est ça? Voilà, voilà. Et ils seront sur terrain pour les plantations, pour la récolte, pour la transformation.
Voilà. Et nous, les femmes, nous dirigeons juste la société. Ok, ça existe depuis quand, la fondation? La société ou la fondation? D'abord la fondation. La fondation, c'est début 2012. 2012. Mais je suis plus active depuis 2016. 2016, voilà. Ok. La vision émane de vous? Oui, c'est ma vision. Ok. La fondation NEMA, voilà. Ok. Vous avez de projets d'avenir par rapport à la fondation aussi? Oui, la fondation NEMA, c'est comme j'ai dit, nous venons de créer une société, la Société provinciale de développement, avec le projet Toulim et Pamoudja, ça veut dire cultivant ensemble, c'est le projet agro-industriel. Et à part ça, nous allons construire une école de leadership. Ce sont des projets, en tout cas, ce sont des projets que j'essaie de faire. Quand je parle de l'école de leadership, c'est parce que dans la fondation, nous nous occupons aussi de l'éducation des enfants, des enfants démunis. Donc, nous prenons en charge l'éducation des enfants au niveau de la ville province de Kinshasa. Et à Lubumbashi, nous sommes en train d'aménager un orphelinat de la fondation NEMA. Voilà. Mais je me dis à la longue, j'ai envie de créer un sorte de leadership où ce sera de la maternelle. Vous parlez trop de leadership parce que vous êtes une femme leader, c'est ça? Oui, je me dis, si nous formons les enfants... C'est aussi une grâce en tout cas, oui. Elles auront cet esprit de leadership. Déjà, oui. Nous avons un problème au Congo, c'est tout le monde veut dépendre de quelqu'un. Ok, c'est ça. Surtout la femme, je dois me marier pour qu'elle n'en prenne soin de moi. Tout ça, oui, mais je pense que si, dès la maternelle, un enfant a cette capacité de penser qu'il peut se prendre en charge, nous allons les formater. Donc, quelqu'un qui va sortir de cette grande école, même s'il n'est pas encore à l'université, il aura tous les bagages nécessaires pour pouvoir se prendre en charge. Donc, c'est ça le but de cette école de leadership. Ok. Vous évoluez avec vos efforts personnels? Vous avez des membres de soutien, de partenaires? Au début, je travaillais seule. Oui. Maintenant, là, Dieu a ouvert des portes. Nous avons des partenaires, que ce soit l'État congolais, nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage et de la Pêche, le ministère du Genre et Famille. Il y a aussi des partenaires privés. Donc, ce sont mes partenaires, comme on dit, qui m'accompagnent dans tout ce que je fais dans la Fondation NEMA. Mais vous-même, vous êtes vraiment le premier contribuable. Oui, je suis la première, en tant que femme entrepreneur. Ok, c'est très bien en tout cas. Alors, c'est une grande vision que vous avez. Par rapport à la politique, quelle est votre pensée? Vous savez, moi, je ne condamne personne dans ce pays. Chacun vient avec son expertise. Chacun vient avec ce qu'il peut faire. Et c'est comme on dit, Dieu change. Il y a des générations qui vont partir et d'autres vont venir. Et moi, je félicite toute personne qui est passée avant nous. Mais je pense que c'est le temps du renouvellement. C'est-à-dire, il y a une génération qui va partir. Et nous, la génération qui avons vu... Parce que vous savez, tout le monde a sa faiblesse et tout le monde a ses forces. Ils ont eu leurs forces. Ils ont travaillé pour la nation. Nous les félicitons. Ils ont eu aussi leurs faiblesses. Et nous, en tant que jeunes, nous allons utiliser leurs forces et améliorer ces forces-là. Et nous allons bannir les faiblesses. C'est-à-dire, les erreurs qu'ils ont eu à faire, nous n'allons pas le faire, ces erreurs. Parce que nous avons vu les erreurs qu'ils ont fait, ce que ça a amené comme négativité dans notre pays. Mais leurs forces, ils ont bâti. On ne va pas dire qu'ils n'ont pas fait, non. Ils ont quand même avancé quelque part, ils ont avancé jusqu'à un certain niveau. C'est comme on dit, vous avancez jusqu'à un certain niveau et vous donnez les flambeaux, vous passez à une autre génération. Et nous allons utiliser leurs forces. La force, ils ont travaillé pour le pays, nous allons utiliser cette force-là et nous allons l'améliorer pour pouvoir avancer. Et comment appréciez-vous la lutte de la femme? Ça évolue, il y a comme des avancées significatives. Oui, il y a des avancées. Vous voyez déjà avec le nouveau gouvernement, la femme est vraiment représentée. Nous avons, je crois, plus ou moins 11 femmes ministres. Oui, déjà nous sommes dans les 27%. Voilà. Il reste 3%. Voilà, c'est du nouveau en démocratique du Congo. Je pense que la femme a compris qu'elle a un rôle à jouer. Vous savez, j'ai toujours dit, moi j'aime beaucoup les hommes. Ce n'est pas que je n'aime pas les hommes ou je suis extrémiste, non. Mais il y a des faits. Je vais te parler d'un exemple simple. Oui, allez-y, je vous en prie. Aujourd'hui, il y a un homme qui est au pouvoir. Vous savez, les hommes, c'est leur nature. Quand il est au pouvoir, c'est toutes les femmes qui sont derrière cet homme-là. Ah bon? Alors, il va se retrouver avec 5-6 femmes. Je ne condamne pas parce que ça dépend de la mentalité de chacun, de son éducation. C'est sa décision à lui. Je ne veux pas dire que c'est mauvais. C'est sa décision à lui. Mais vous comprenez avec moi, si vous avez 6 femmes, ça veut dire que vous avez 6 belles familles. Vous avez 6 problèmes. Combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? Si vous avez 20 enfants, vous avez 20 problèmes. Et les familles, il faut compter pour combien de belles familles. Ça veut dire que tu seras plus concentré à résoudre des problèmes familiales qu'à résoudre des problèmes de la nation. Tu comprends avec moi? Voilà. Très bien réfléchi. Donc tu seras là, il y a une qui va t'appeler, ma fille doit aller à l'école, l'autre, ma mère est malade. La belle famille qui appelle là. Déjà, vous serez obligé de voler. Voilà, avant d'aller au bureau, toute la belle famille est déjà chez toi. Tu vas résoudre les problèmes de la belle famille avant de résoudre les problèmes de la nation. Ce sont des problèmes familiaux. Mais la femme, elle est constante. Aujourd'hui, si je suis ministre, si je suis président de la République,
je veux pas être polyandre. Je n'aurai pas 2-4 maris, non. J'aurai qu'un seul mari, j'aurai mes enfants. Ça veut dire que je serai concentrée à résoudre les problèmes de ma nation. Alors moi, je suis très contente de voir les femmes être représentées valablement au niveau des postes de décision. Et je pense qu'on doit être nombreuses. Parce que si les femmes se lèvent pour ce pays, les choses vont changer. Parce que les femmes sont très constantes et les femmes elles sont décisives. Quand elles commencent quelque chose, elles vont jusqu'à la fin. Mais est-ce que vous pensez que la voix de la femme est entendue? C'est ça. Quand souvent les femmes font de marches, de mémoires, ce sont des femmes à... Qu'est-ce qu'elles vont nous dire encore? Est-ce que la voix de la femme est entendue? Parce que vous êtes une femme leader, oui. La chance aux femmes. Oui. Les femmes congolaises sont très fortes. Ok. Vous savez, nous avons eu plusieurs crises dans notre pays. Mais qui nous ont nourris? Ce sont les mamans. Ok. Qui vont au Libongo? Ce sont des mamans. En tout cas, si vous allez au Libongo aujourd'hui, sur 100%, en tout cas, 60-70% sont les femmes. Ce sont elles qui vont au Bas-Congo, ce sont elles qui vont en Équateur, ce sont elles qui évacuent la nourriture pour emmener ça ici. Ce sont elles qui nourrissent la capitale. Alors, je pense que si on laisse la chance à la femme dans cette nation, les choses vont changer. Donc, prochainement, on pourra avoir une femme présidente de la République. On verra. Ça verra. ça va arriver. Mais ça arrivera. On a vu avec Marie Foucault, qui avait postulé comme étant, mais elle n'était pas soutenue par les femmes. Oui, mais on l'a critiquée par les femmes. Elle était critiquée par les femmes. Déjà, elle a osé. Hein. Elle a ouvert la porte. Elle a osé. C'est déjà. Mais il fallait la soutenir parce que c'est une femme qui postule. Quand on commence quelque chose, au début, c'est toujours des critiques, des combats. C'est normal parce que les gens ne vont pas te comprendre. Mais elle a ouvert une voie. Et maintenant, au fur et à mesure que vous voyez déjà maintenant au gouvernement, il y a plusieurs femmes. Ça veut dire que les choses avancent. Et nous, les femmes, nous comprenons que si nous... Un exemple, c'est vrai, Maman Olangi. C'est une femme qui a dirigé le combat spirituel. Une femme forte, en tout cas, oui. Elle a combien de sièges dans le monde? Il y a des gens qui s'étonnent que nous sommes partout. Nous sommes au Bénin, nous sommes au Togo, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Mali, nous sommes en Guinée-Conakry, nous sommes au Sénégal. Nous sommes, le combat spirituel, c'est en Algérie. C'est au Maroc. Nous sommes en Australie. Donc c'est partout dans le monde. C'est partout en Asie, en Europe, en Océanie, il y a le combat spirituel. Mais c'est une femme qui a dirigé le combat spirituel. Donc, et bien dirigé aussi. Très bien. Elle avait une autorité incomparable. C'est-à-dire que quand les gens la voyaient, les gens fouillaient. Ah bon? Ça prouve mais qu'est-ce qui faisait sa force? C'était la prière seulement? C'est la prière, l'organisation et le sérieux. Voilà. Alors, j'ai vu cette femme réussir. Alors, je me dis que si on met une femme à la tête de ce pays un jour, parce qu'il faut laisser la chance aussi au président Félix Antoine de finir son mandat. Mais moi, je me dis que si le président Félix Tshisekedi avait comme dauphin une femme, je ne sais pas comment tu vas. Mais il faut toujours oser alors. Oui. Il faut demander aux femmes d'oser. Oui. Ça veut dire à la prochaine, on va soutenir le président. Mais le jour où il va vouloir laisser le pouvoir pour avoir un dauphin, moi je le conseillerais de mettre une femme. Et le jour où on mettrait une femme dans ce pays, vous allez voir comment les choses vont avancer. Ah bon, vous croyez? Vous croyez? Voilà. On dit que les femmes parlent trop et pour ne rien faire là. Entre il y a toujours des problèmes, il y a des zizanies, il y a des conflits. On a vu des femmes. C'est pas toutes les femmes qui parlent beaucoup. C'est pas toutes les femmes qui sont dans les futilités. Il y a des femmes. Mais non, pour se démarquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous avons vu des femmes se démarquer. Nous avons vu, comme vous avez dit, Marie-Josée Foucault qui a osé se présenter à la présidentielle. Mais c'est une femme moi, je la loue. C'est une femme qui a osé parmi les hommes. Et elle a eu, même s'il n'a pas eu beaucoup de voix, mais elle a eu des voix. Donc elle a osé. Ce sont des femmes qui se sont démarquées. Il y a beaucoup de femmes, les femmes Zunzi Ambombo, qui se sont démarquées. Même les femmes qui sont au gouvernement, elles se sont démarquées. Ce sont des femmes qui se sont démarquées, qui n'ont pas eu peur et qui ont osé et qui sont là aujourd'hui dans les postes de décision. Et je pense que si on continue avec cette allure, à un certain moment, même si c'est en 2030, même si c'est en 2040, nous aurons des femmes qui seront présentes. En politique, vous évoluez maintenant dans quel parti? Vous avez votre parti politique, vous êtes indépendante, vous êtes seule. Mais pourquoi il n'y a pas assez de femmes présidentes de partis politiques, apparemment? Justement, c'est tout ça. Justement, c'est la peur. La peur de quoi? Nous avons peur d'oser. Nous avons peur de nous mettre. Mais il faut bannir la peur, c'est ça le problème, oui. C'est comme je dis, nous allons oser. Nous allons oser et Dieu va nous accompagner. Et c'est comme je dis, si Madame Ifoukou, elle a son parti politique, elle ne s'est pas présentée en tant qu'indépendante, elle a son parti politique. C'est la présence de son parti politique. Elles sont à compter. Elle a osé, elle a commencé, et je pense que nous allons la suivre. Voilà. Et vous évoluez dans quel parti maintenant là? Pour le moment, je suis à ABG. ABG. Oui, c'est le parti de l'ancien ministre de l'élevage et pêche, M. Jonathan Ouattara. Voilà. Il n'y a pas de quoi que vous êtes bien. Oui, j'aime beaucoup ce parti parce que c'est un parti qui promouvoit la bonne gouvernance. Et quand on parle de la bonne gouvernance, c'est savoir gérer. Ce n'est pas voler, ce n'est pas être dans la corruption. Et c'est ça qu'il nous enseigne tout le temps. Voilà, c'est un homme qui a quitté le pouvoir, qui n'a pas les mains sales. Ouais, voilà. Il est dans l'union sacrée. Voilà. Épargné de l'IGF, il est vraiment. Épargné de l'IGF.
et nous sommes dans l'union sacrée. Alors, Madame Ketia, nous approchons petit à petit vers la fin de notre émission. J'aimerais bien que vous puissiez aussi d'abord lancer les messages à toutes ces femmes qui occupent des postes dans des institutions, parce que on les critique trop. Vous êtes élevés au jour de dignité, et puis après quelques temps, c'est la honte de la femme. Un petit conseil à toutes ces femmes-là. Mon conseil est que nous puissions garder notre crédibilité, la valeur que nous avons. Parce qu'une femme de caractère, c'est une femme qui se fera respecter. Donc, le seul conseil que je vais donner aux femmes, lèvons-nous dans le sérieux, soyons crédibles, restons des femmes de caractère, et Dieu va nous accompagner à pouvoir être encore dans ces postes de décision pour pouvoir changer les choses. C'est comme je l'ai dit, la femme sait gérer, la femme peut gérer 10 choses à la fois, mais elle est toujours constante. Et si on est plusieurs femmes dans ces postes de décision, les choses vont changer dans notre pays. OK, et pour vos activités qui commencent déjà demain, le 3, c'est oui, le 3, demain, okay. Le 3 septembre. Vous avez lancé un message, c'est pas un appel. Hein? Oui, mon appel est que toute personne qui va suivre cette émission, venez nombreux, venons prier pour notre nation. C'est comme je dis, nous travaillons, parce que je suis une femme qui travaille, j'aime beaucoup le travail. Et même à l'église, j'encourage les femmes à travailler, parce que le travail, c'est ça qui amène le développement. Mais si nous accompagnons ce travail avec la prière, en tout cas, nous serons dans l'excellence. Donc, venons nombreux demain au stade Vélodrome à partir de 15h. Venons prier pour notre nation. Je sais que Dieu va se manifester puissamment. Merci beaucoup. Vous avez prêché le deuxième jour. Je prêche le samedi. Et ça sera quoi les thèmes? C'est toujours relève-toi et combat. Il n'y aura pas de sous-thèmes. Il y aura des sous-thèmes, mais c'est une surprise. Une surprise. Alors, venez voir. Hein. Oui, venez voir. Merci beaucoup, Madame Ketia, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. En tout cas, je rappelle, Madame, Messieurs, que nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous Madame Ketia Olangi. Elle est une servante de Dieu, vous l'avez entendu, vous l'avez suivie. Elle parle des dieux. Ce sont des femmes qui se démarquent dans la société. Elle est la fille biologique et spirituelle du couple Olangi. En tout cas, c'est une femme de distinction, c'est ça. Le ministère évolue très bien, en bonne santé. Alors, merci beaucoup, Madame Ketia, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Madame, Messieurs, merci à vous. Merci Elohim pour le travail des titans abattus. À très bientôt. On va se retrouver prochainement. Au revoir. Up in my yard,